Un départ sous de sombres auspices. Cordoba, 29 décembre 1951. Tout commença et survint aussi vite qu'efficacement. C'est de cette façon que j'ai toujours aimé mener mes affaires. Le temps a effacé la date, mais la scène reste gravée dans ma mémoire, intacte et vivace comme au premier jour. C'était un après-midi ensoleillé d'octobre. Les jeunes pousses et les feuilles de la vigne vierge recouvrant la façade de la maison familiale tentaient de faire de l'ombre à la fidèle compagne de mes randonnées à travers pampas et montagnes. Poderosa 2, ma vieille moto. Mon frère Thomas avait pris place sur la selle, tandis que mon autre frère, Gregorio, m'avait rejoint sur la pelouse où, allongé à l'ombre ténue d'un oranger, nous sirotions le traditionnel maté. Perdu dans mes pensées, je suivais à peine leur conversation lorsque soudain, comme en conclusion de mes ruminations, je me suis exclamé. Tout ça ne me convient plus. Une voix en moi m'ordonne de préparer quelques affaires et de partir à la découverte de l'Amérique. Les années que j'ai passées à Chanard, où je voulais venir en aide aux lépreux, ont réussi à étancher ma soif de nouveaux horizons. Mais depuis que l'on m'a retiré de ce lieu que j'aimais, et où j'étais aimé pour me nommer dans un hôpital où tout est glacé et calculé, où l'on se demande si les malades ont les moyens de payer leurs examens avant de se demander s'ils en ont vraiment besoin, j'ai besoin d'horizons plus vastes. Rien de plus simple. Tu fais monter Ernesto derrière, et c'est parti, intervint Thomas, en imitant le bruit d'une moto à plein régime. J'ai pris sans répondre le maté que Gregorio préparait, et en ai avalé une gorgée, en me disant à moi-même, pourquoi pas? Quel meilleur moment pour mettre mon plan en action? L'énergie est là, le désir aussi. De quoi d'autre ai-je besoin? Le grincement de la gourde de maté vide est venu interrompre le cours de mes réflexions. Je l'ai rendu à Gregorio en m'écriant. Eh bien, messieurs, avant la fin de l'année, je ferai ce voyage. Le soir même, à table, j'ai annoncé la nouvelle à mes parents. Ils ont compris que, cette fois, j'étais sérieux, et, au lieu des plaisanteries habituelles, ils ont accueilli ma résolution dans un silence étrangement lourd. Plus tard, me tournant et me retournant dans mon lit, je me suis demandé si j'avais eu raison. La désapprobation silencieuse de ma famille et de mes amis aurait-elle raison de ma décision? La sensation d'accomplir mon destin compenserait-elle la souffrance que j'étais sur le point de leur infliger? Je savais qu'en réalisant mon vœu le plus cher, la joie serait plus forte que la douleur d'être séparé d'eux. Brusquement, un autre souci m'a assailli. Pelao accepterait-il d'être du voyage? N'était-ce pas pure folie que de l'embarquer dans mon périple, lui qui était si près de décrocher son diplôme de médecin? N'était-ce pas une erreur de ma part que d'arracher Ernesto au docteur Pisani, alors qu'il était sans aucun doute promis un brillant avenir à ses côtés? Fousser en personne a apporté la réponse à mes questions. Il est passé à Cordoba pour rendre une visite surprise à son ami de cœur, Chichina. Comme je lui faisais part de mon projet, il m'a répondu qu'il se fichait bien de l'avenir que je lui prédisais avec un docteur qui, si brillant fut-il, se débattait dans les contraintes de la vie médicale. Après quoi Ernesto a entamé une danse de guerre, accompagnée de cris de joie. Le pacte entre nous était scellé. Les jours suivants, ce fut un tourbillon ininterrompu de cartes routières, de pièces mécaniques de rechange et de douzaines d'itinéraires échafaudés puis délaissés. Enfin, en dépit de l'opposition silencieuse de mes parents et de celle, nettement plus audible, de mes oncles et de mes tantes, pour qui ce voyage était une pure folie, le grand jour arriva. La moto évoquait quelque gigantesque animal préhistorique. Ses flancs étaient lestés de sacoches en toile imperméable, et sur le porte-bagages s'entassait tout le reste de notre équipement, d'un grill pour la viande à nos tentes, en passant par nos lits de camp. Notre itinéraire était ainsi défini. Nous prendrions la direction de Buenos Aires, au sud, où Fuser irait dire au revoir à ses parents, puis nous descendrions la côte atlantique jusqu'à Bahia Blanca. De là, nous devions traverser la Pampa et Neuquén pour aller voir les lacs du sud avant de mettre le cap sur les Andes. Une fois entrés au Chili, nous remonterions au nord vers Caracas. La nervosité le disputait à l'excitation. Nous étions cernés d'un essaim bruyant de gamins
intrigués par l'allure de la moto et notre étrange accoutrement. Après quelques clichés pris pour la postérité, l'heure des adieux a sonné. J'ai serré dans mes bras mes parents qui ravalaient leur émotion et mes frères qui nous observaient avec des yeux chargés d'affection et d'envie. J'ai embrassé ma mère une dernière fois, la remerciant intérieurement de ses efforts pour ne pas pleurer. Sans plus attendre, j'ai démarré le moteur. Ernesto a grimpé à l'arrière et nous sommes partis, tanguant sous le poids de notre chargement. Pelao s'est retourné pour agiter la main et, un bref instant, son mouvement m'a fait perdre le contrôle de la moto. Nous avons manqué percuter le tram qui venait de tourner au coin de la rue. Derrière moi, des cris m'ont fait comprendre que nous avions frôlé le drame. Pour éviter tout retard supplémentaire, et malgré les protestations et les coups dans le dos de mon compagnon de voyage, j'ai accéléré, les yeux rivés sur la route, jusqu'à ce que nous disparaissions dans la circulation, loin de l'anxieuse affection de nos familles et de nos amis. Devant nous s'ouvrait un monde de nouveaux horizons et d'émotions inconnues. Village Essel, 6 janvier 1952. Enfin, j'ai vu la mer. Et comme j'avais toujours rêvé de la voir, de nuit, par un beau clair de lune. Je contemple l'immense étendue de l'Atlantique, allongée contre les dunes, admirant la plage et les vagues. 9 jours seulement se sont écoulés depuis notre départ, mais ce que nous avons déjà vu, appris et vécu me laisse pressentir tout ce que ce voyage, devenu enfin réalité, aura d'important et de magnifique pour notre avenir. Mais revenons au 29 décembre. Après avoir évité de peu la collision avec le tram, j'ai roulé plein gaz et me suis arrêté qu'au bout de 20 ou 30 pâtés de maison. Ernesto était furieux. Mial, espèce de connard, m'a-t-il dit en reprenant difficilement son souffle. J'ai dû me cramponner comme une pieuvre. J'ai répondu à sa colère comique par un éclat de rire nerveux et contagieux. Quand nous avons enfin cessé de rire, je lui ai expliqué ce qui me semblait évident. Si je n'avais pas redémarré, les mois de nos mères nous auraient comme soudés à leur cœur. Après nous être un peu arrangés, nous avons repris la route. Nous avons eu quelques problèmes, tous causés par les bagages, dont une chute qui eut raison de l'accumulateur. Mais nous sommes finalement parvenus à Ballesteros, presque à l'aveuglette. Là, sous l'auvent d'une modeste ferme, nous avons réparé la moto, puis, après quelques matés, nous nous sommes glissés dans nos sacs de couchage. Une fois allongé, j'eus à peine le temps de savourer la joie de ma première nuit de routard. La fatigue me submergea, et mes pensées exaltées sombrèrent dans le sommeil. Le trajet entre Ballesteros et Rosario s'est déroulé sans incident notable. Nous y sommes restés quelque temps, en compagnie de mes nièces, sur lesquelles l'intelligence et le charme de Fuser firent grande impression. Mais nos aspirations demeurent très éloignées de leurs rêves nourris de feuilletons radiophoniques à l'eau de rose et de médiocres magazines féminins comme Vosotras. En arrivant à Buenos Aires, les parents d'Ernesto nous réservèrent le même accueil que les miens. Notre projet de voyage fut accueilli par des sarcasmes. L'échec était assuré. On ne nous épargna pas l'éternel couplet sur le bon chemin, celui que suivait depuis toujours la famille de Fusser. Seule sa mère se montrait moins négative. Elle se contenta d'un Alberto, c'est toi l'aîné. Aussi je te demande de me ramener Ernesto à temps pour qu'il termine ses études. Un diplôme, ça n'a jamais fait de mal à personne. Le 4 janvier, nous avons mis le cap sur la côte atlantique et sommes passés par le parc de Palermo. Comme d'habitude, au bord de la route, on croisait des gens qui vendaient des chiens de toute race. Pelao, qui voulait apporter un cadeau à Chichina à Miramar, où elle passait ses vacances, est tombé amoureux d'un petit berger allemand et l'a acheté. Il l'a baptisé Comeback en anglais, sans aucun doute une promesse déguisée à l'intention de Chichina. Nous roulions depuis quelques kilomètres sur la grande route vers Mar del Plata lorsqu'une pluie diluvienne s'est abattue sur nous, nous obligeant à nous abriter dans une laiterie à quelques centaines de mètres de là. Une fois l'orage apaisé, nous avons repris la route vers l'est. Mais ce trajet dans la boue nous a montré les dangers des chemins de terre, si différents des routes autour de Cordoba ou des marais salants que nous connaissions. Nous avons passé cette nuit-là dans une guérite de la police, sur le bas-côté. Le lendemain,
Après avoir attendu la fin du petit déjeuner de Comeback, qui ne peut boire que du lait, nous sommes repartis pour Village Essel, un endroit pour ainsi dire inconnu des touristes. C'est charmant, avec des cabanes toutes simples et de grandes plages où viennent mourir d'énormes rouleaux. Miramar, 13 janvier 1952. Nous sommes arrivés sur cette plage magnifique voici 7 jours. Ce séjour nous a véritablement ouvert les yeux. J'ai lié connaissance avec des personnes issues de classes sociales que je n'avais jusqu'à présent jamais fréquentées, et je dois dire que j'en ai conçu une grande fierté pour mes origines. Je n'avais jamais cherché à me rapprocher des classes favorisées, encore moins à sympathiser avec elles. Leur façon de penser, de raisonner, est tout bonnement incroyable. Voici des gens qui sont convaincus que, par droit divin, ou quelque chose dans ce goût-là, ils n'ont dans la vie à se préoccuper de rien, hormis leur statut social, ou d'inventer les plus stupides façons de tuer le temps. Par chance, Chichina en particulier et les Guevara en général, notamment Anna Maria, la sœur de Flusser, n'ont rien de commun avec eux. J'en ai discuté avec Pelao. Tu vois mon ami, ces gens-là me donnent une meilleure image de moi-même. Nous, au moins, nous avons créé quelque chose. Une équipe de rugby, un laboratoire de recherche. Nous avons nourri notre intellect. Tandis que ces pantins, avec toutes les possibilités qui s'offrent à eux, tous leurs avantages, gaspillent leur énergie dans des activités vaines conçues pour leur unique plaisir. Pas étonnant qu'ils aient l'air abasourdis quand tu te mets à leur parler d'égalité, ou quand tu leur expliques que les autres aussi ont le droit de vivre. Tous ceux qui évoluent autour d'eux, qui les servent, qui nettoient derrière eux, ce sont des êtres humains. Eux aussi aimeraient se baigner dans la mer et profiter du soleil. Le 11 janvier, à la nuit tombée, je suis descendu sur le rivage. C'était inoubliable. Deux paysages différents coexistaient. Côté mer, les dunes s'aplanissaient doucement jusqu'à la plage où se brisaient les vagues en un mur d'écume blanche. De l'autre côté, un panorama lunaire, des collines comme des cratères entourant de petites mares dont les eaux frappées par la clarté de la lune reflétaient des arbustes argentés. Merveilleux. Ce qui me laisse perplexe, c'est que ces personnes qui prétendaient ressentir intimement la beauté de la nuit et de cet endroit ne partageaient pas mon désir fervent de voir le plus de gens possible admirer une telle beauté. Aujourd'hui, nous sommes allés nager. En sortant de l'eau, nous nous sommes joints au groupe d'amis qui passaient leurs vacances avec la tante d'Ernesto et Chichina. Beaucoup d'entre eux étudient à l'université. Bientôt, la discussion porta sur des questions politiques et sociales. On évoqua la nationalisation des services de santé par le gouvernement travailliste anglais. Ernesto a tenu le crachoir pendant près d'une heure, défendant avec éloquence la nationalisation, condamnant le dévoiement de la médecine tournée vers le profit, la répartition inégale des docteurs en ville et à la campagne, l'isolement scientifique des médecins en zone rurale, qui les amène peu à peu à sombrer dans le commerce, entre autres sujets. Je me tenais à quelques mètres des débatteurs, et je sentais grandir en moi l'affection et l'admiration que j'éprouve depuis toujours pour Pelao. Pour commencer, son environnement socioculturel a beau être le même que ceux des amis de sa famille, les conceptions de sa classe sociale n'ont pas anesthésié sa sensibilité. Plus encore, il prend position contre tout ce qu'il semble accepter comme naturel. En l'écoutant avancer des arguments solides et transformer, par ses répliques cinglantes, les objections dérisoires des autres en pure sornettes, je songeais. Ce Pelao révèle chaque jour une nouvelle facette. Lui et moi avons déjà à maintes reprises évoqué ces thèmes. Mais comme il défendait bien ses points de vue aujourd'hui. Après avoir réduit à néant ses contradicteurs, Fusser s'est tourné vers moi, a attrapé Comeback et m'a dit: pas la peine d'assister avec ces types, Pétisso. Viens, on va donner son bas au chien. Nous nous sommes éloignés en courant du groupe d'amis qui continuait à discuter, et s'interroger peut-être quant à la dialectique de Pelao. Comme je dis toujours, on peut le détester, on peut l'admirer, mais Ernesto ne le laisse jamais indifférent. Nekok Bea, 14 janvier 1952. Aujourd'hui, nous avons repris la route.
Nous sommes chez Tamarco, un ancien camarade de fac. Nous avons étudié pendant 5 ans ensemble. Nous avons même participé aux luttes étudiantes de 1943. À l'époque, nous vivions avec quelques autres dans une maison à côté de l'hôpital universitaire et passions notre temps en activités sportives, jusqu'à ce que nous soyons contraints de nous battre contre les gros bras de la police pour aider à la démocratisation de l'association des étudiants de Cordoba. Nous avons quitté les bancs de l'université voici 4 ans à peine, mais combien nos chemins se sont séparés. Nous ne nous comprenons plus. Tamargo s'est bien occupé de nous, je ne peux pas le nier, du moins une fois qu'il s'est remis du choc de me voir débarquer sur une moto pétaradante, les vêtements maculés de graisse et de poussière. Cela me désespère de voir un jeune homme dont les conceptions voici quelques années étaient encore progressistes se faire peu à peu absorber par la société répugnante dans laquelle il vit. Il sait que tout cela est une erreur, qu'il facture les analyses médicales plus cher qu'il ne devrait, mais il continue de le faire et semble prendre un plaisir morbide à aller contre ce que sa conscience lui dicte. C'est déjà un fossile. Une jolie petite maison, une jolie petite épouse, et une mentalité de classe moyenne dans une ville moyenne. Leur couple paraît n'avoir qu'un souci dans la vie, que chaque chose soit à sa place et reste sans tache. Une vie dénuée d'imagination et de sentiments généreux. Babia Blanca, 16 janvier 1952. Nous sommes arrivés à Bahia Blanca, où nous ont hébergé des amis d'Ernesto, les Saravia. Nous avons été reçus somptueusement. Puis nous sommes repartis pour atteindre d'une seule traite Necochea, non sans un arrêt à Rio Quequen Salado, où à l'ombre de 2 saules pleureurs, nous nous sommes fait griller de la viande en guise de petit déjeuner et de déjeuner. Nous avons dû régler les soupapes du moteur, car un vent tourbillonnant entraînait de nombreux ratés. C'est le premier petit ajustement que nous avons fait sur Poderosa 2 en presque 1000 km.